Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un superordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un domaine d'activité que nous n'avons pas encore abordé ici. Je vous propose de nous émerger dans les usages de l'IA dans le domaine du médical. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles, c'est Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM le 93.1 et bien sûr le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Toujours pareil, vos likes, étoiles, commentaires, voilà, c'est notre seule récompense. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Et puis si vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter pour être prévenu des prochaines émissions. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager ce podcast et ce post pour qu'il aille un peu plus loin sur LinkedIn. Comment la médecine s'empare des outils d'IA ? Quel apport peut-on en espérer ? Quelles ont été d'ores et déjà les premières avancées ? C'est un domaine d'activité prometteur quand on pense aux possibilités offertes. Il y a bien entendu la reconnaissance d'image, il y a aussi la reconnaissance de signal, mais il y a de manière plus récente et un peu plus prosaïque les large language models et leur capacité à générer des contenus à partir d'interactions et d'inputs simples, l'IA générative. Qu'est-ce que cela peut changer dans la communication médicale entre le médecin, son patient et leur entourage ? Nous explorons ensemble les bénéfices de ces technologies, non seulement en termes de simplification des tâches administratives pour les professionnels de santé, mais aussi pour l'amélioration significative de l'expérience patient. Comment l'IA peut-elle rendre les informations médicales accessibles et digérables ? Quels sont les défis et les opportunités de ces innovations ? L'IA appliquée au domaine médical est riche et variée. Et nous avons la chance ce matin, notre invité est médecin hospitalier en maladies infectieuses et à ce titre, il connaît bien les usages de l'IA en médecine, mais il est aussi spécialiste des systèmes de gestion de l'information. Et fort de cette compétence, il a travaillé sur le dossier du patient informatisé. Il a copiloté en plus un programme d'innovation qui s'appelle ERIOS sur les outils numériques de santé au CHU de Montpellier, où il a conduit des nombreuses expérimentations et où il s'est interrogé à l'intégration de l'IA dans la sphère médicale. Bonjour, docteur David Morquin. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous à distance. David, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlez-moi d'IA. Pourquoi, après plus de 7 ans d'études en médecine, tout d'un coup, vous vous êtes aussi intéressé aux questions de gestion des systèmes d'information ? Tout simplement parce que j'ai pris conscience de notre omnidépendance. Ouais. Globalement, on a vu arriver de plus en plus d'outils numériques. Dans votre pratique ? Dans notre pratique, en fait, on est passé sur un dossier patient informatisé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, qui couvrait l'ensemble du périmètre des activités de l'hôpital. Et donc, avec toutes ces problématiques d'intégration, de transformation des pratiques, d'ergonomie, de paramétrage, et l'impact sur nos métiers était considérable. Y compris l'impact sur le sens du travail, l'attractivité, la satisfaction, la qualité de vie au travail, et puis tout simplement les répercussions sur la qualité des prises en charge, le risque d'erreur, l'amélioration ou les nouvelles erreurs apparues liées à l'informatisation. Bon, pour pas que le numérique soit un fardeau pour vous dans votre pratique, vous vous êtes dit, je vais m'y intéresser, je vais essayer d'améliorer les choses, quoi. Exactement. Au départ, l'objectif, c'était de s'allier à l'université pour essayer de comprendre comment on pouvait évaluer et qui avait les compétences pour évaluer ce qui se passait dans une organisation quand on introduisait des systèmes d'information aussi complexes que les dossiers patients informatisés. Et donc, vous avez initié un programme d'innovation qui s'appelle ERIOS, qui a de multiples projets déjà développés. Et vous êtes tout d'un coup aussi intéressé à l'IA. Comment ça vous est venu cette idée de vous dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Vous l'avez très bien dit dans votre introduction, c'est-à-dire que l'IA en médecine, c'est pas quelque chose de récent. En fait, ça fait presque une dizaine d'années qu'on voit dans le traitement de l'image des progrès spectaculaires, mais on était surtout dans une logique de silo ou de spécialité. Donc effectivement, pour la radiologie essentiellement, un petit peu l'impact, la reconnaissance des images, des cellules, les automates, la biologie.
Puis après, sur toute la partie électrophysiologie, tout ce qui était enregistrement, électromyogramme, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, avec le traitement, en fait, l'aide au diagnostic avec des techniques d'IA. Et moi, ce qui a changé mon regard sur l'IA, c'est lorsqu'on s'est mis à faire du traitement de langage. Moi, je suis persuadé que la pratique de la médecine, c'est la capacité à raconter des histoires en permanence, à un instant T, et à recomposer, reformuler, resynthétiser, transmettre des histoires pour comprendre ce qui se passe, pour s'interroger sur ce qui se passe. Et une partie du raisonnement médical est liée à la façon dont on conduit ces récits ou on transmet ces récits. Bien sûr, si on enlève la composante relationnelle ou technique des soins, une grande partie de notre activité, c'est gérer des informations sur le fait de recomposer des histoires et leur donner le plus de sens possible en priorisant des informations, en filtrant certaines, en donnant du poids à certaines, en mettant en lumière, en fonction de logiques de spécialité, en fonction de logiques de contexte, de besoins analytiques. On fait de la recherche de causalité en permanence entre des événements, des signes, des symptômes, des informations. Donc on gère de l'information en permanence. Et les outils en fait numériques nous apportaient de plus en plus d'informations. Mais pour autant, cette capacité à bien raconter ces histoires et à bien comprendre une situation clinique complexe en utilisant un outil n'était pas évidente. En fait, quand on a mis en place des dossiers patients informatisés, très souvent on a reproduit des logiques qui étaient liées à un usage papier, sans penser à ce qui permettait de d'écrire, de raisonner, de comprendre, et notamment toute la partie observation médicale, notes médicales, synthèse médicale. C'était en fait les fonctionnalités étaient assez pauvres. D'accord. Et donc l'arrivée de l'IA générative, c'est-à-dire que en fait la découverte que finalement avec comme tout le monde avec ChatGPT que on pouvait aller très 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 loin dans le maniement du texte a complètement changé la donne. D'accord. Et du coup, vous vous êtes dit, il y a sûrement quelque chose à faire, il y a quelque chose sûrement à améliorer dans cette diffusion et cette interaction dans la communication avec les patients, mais aussi avec vos collègues, finalement. Alors, tout à fait. En fait, ça va concerner tout ce qui est basé sur le texte, en fait, sur le traitement du texte. Mais ça va très très loin puisque à partir du moment où vous êtes capable de rentrer certaines notes médicales dans un système qui va pouvoir l'analyser, comprendre le contexte et l'augmenter, l'enrichir, le traduire, le transformer en code, le transformer en langage compréhensible pour un patient, pour un aidant. En fait, vous allez pouvoir explorer de multiples possibilités, bien sûr avec des garde-fous et avec beaucoup de précautions à prendre sur le fait que ce soit un donnée usage. utilisée, bien sûr. Mais ça va très très loin parce que ça va aller jusqu'à la reconnaissance de certains diagnostics qui n'auraient pas été évoqués par le simple dialogue humain entre l'utilisateur et entre le patient et le professionnel. Donc vous y êtes rentré par l'IA générative, mais vous intéressez quand même aux autres formes d'IA. Donc on a dit reconnaissance d'image ou reconnaissance de signal. Aujourd'hui, le praticien que vous êtes, est-ce qu'il est impressionné par des avancées particulières dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des cas, il y a des usages dont vous avez les comptes rendus et vous dites waouh? Oui, on a bien sûr. Alors c'est des choses qui sont pas forcément visibles pour le grand public. Ouais. Là où c'est déjà le plus abouti entre guillemets, où c'est déjà arrivé en production, c'est sur l'imagerie. Donc moi, je suis pas du tout radiologue et je suis pas un spécialiste de l'IA médicale, de l'imagerie médicale, mais force est de constater qu'on a déjà des systèmes qui utilisent de l'IA et que si vous arrivez pour une suspicion de fracture, votre image va être lue et par mettons un interne et par une IA, et en fait la décision d'aller plus loin, de faire un scanner ou de laisser repartir le patient parce que la suspicion est très faible, va être liée à la confrontation entre l'avis de l'humain et la suggestion de l'IA. Ça, c'est déjà en place dans les hôpitaux français? Déjà en place dans pas mal d'hôpitaux, ouais. D'accord. Donc, sur des clichés simples, sur des situations simples, très codifiées, comme la fracture des os. Donc, les logiciels de radiologie intègrent une fonction analyse IA
qui vient compléter de plus en plus. Alors, je D'accord. saurais pas vous dire si c'est jusqu'où c'est commercialisé existant. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple d'éléments qui est en production, qui commence de plus en plus à être en production et qui est très intéressant et pour lequel d'ailleurs on a une étude en cours, c'est la reconnaissance conversationnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'enregistrer en temps réel votre conversation, c'est-à-dire jusqu'à aller sur le principe de ne plus prendre de notes. Ouais. Ce qui est extrêmement intéressant dans l'humanisation de la relation et le fait on a très très souvent reproché à l'outil numérique d'être entre le patient et le soignant, Ouais. et il y a même des données qui montrent que la tâche de saisie de l'information, c'est une des principales causes de burn-out des équipes professionnelles de santé. Alors c'est particulièrement vrai aux États-Unis où ils ont énormément d'éléments qui sont liés à la saisie d'informations pour les assurances. Nous, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est quand même une cause de souffrance au travail, le fait d'être en permanence sur la traçabilité de l'information, sur des saisies, sur des logiciels qui sont plus ou moins adaptés au contexte. Et là, en fait, avec l'IA, on a la possibilité d'être dans une conversation et l'IA va non seulement transformer cette conversation en transcrit, mais elle va être capable de structurer l'information. Pour vous donner un exemple, sur une conversation en consultation, vous pouvez faire votre consultation sans faire aucune prise de notes. Vous pouvez faire des allers-retours dans votre consultation, revenir en arrière. Le patient peut vous dire « Ah oui, mais en fait, ça s'était arrivé avant. Ah, j'ai oublié de vous dire à la fin de la consultation, mais d'abord, j'ai eu tel symptôme avant tel autre. Ah non, mais je vous ai dit que j'avais pris tel traitement, mais non, en fait, je me suis trompé, c'était plus tard. » Ouais. Et en fait, l'IA va complètement intégrer ça et le résultat va être un compte-rendu structuré qui fait déjà le job de mettre les informations dans le bon sens, de trier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et en fait, votre travail, vous, après, c'est de relire et de superviser et d'annoter avant, bien sûr, de délivrer le médicament. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle une IA à faible risque, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'aide à la production de documents qui permet, donc c'est la première étape, qui permet de simplifier probablement. Enfin, c'est une hypothèse parce que qu'on va chercher à vérifier. C'est-à-dire que est-ce que réellement ça c'est une des études qu'on va faire dans le cadre des RIO, c'est-à-dire avec un partenaire qui s'appelle Praxi, c'est-à-dire que on va essayer d'enregistrer, d'observer comment se passent les consultations lorsque avec le consentement du patient dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, pour voir si réellement ça répond à tous les besoins en fonction des spécialités, en fonction des contextes, en fonction de type de patient, en fonction de la présence d'aidants, en pédiatrie, en gériatrie, en psychiatrie, etc. Donc ça va rentrer ça va rentrer en phase d'expérimentation, ou c'est déjà rentré en phase d'expérimentation. C'est pas encore en prod, mais vous avez une idée que... Il y a des outils qui sont en prod, mais qui sont, il y a différentes entreprises qui commercialisent ce type de produits qui sont en production, certains qui sont vendus, mais surtout pour la médecine de ville, surtout en soins primaires. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça peut couvrir la complexité, la diversité des consultations et des types de consultations hospitalières. Okay. Donc ils vont de la consultation en victimologie, la consultation en anesthésie, la consultation en psychiatrie, pédiatrie, etc. On est bien rentré dans le sujet. Je vous propose d'ores et déjà de faire une petite pause musicale dans notre programme. Après ces premières réflexions là sur l'usage de l'IA en médecine, je vous propose de faire d'écouter en fait un morceau. Normalement, quand le patient respire encore, c'est bon signe. Je vous propose d'écouter Everything I Breathe de Alissa, qui est tout simplement conseillé aujourd'hui par l'algorithme de YouTube. À tout de suite. Feels like deja vu. Time don't seem to be on my side, 'cause every second you won't get off my mind. 99 good things, just one bad, but that one's driving me mad. Every time I breathe, every time I'm dreaming
Merci Arlissa. Bon, c'était Every Time I Breath de Arlissa, c'est pas d'Everything, hein, d'accord. Vous êtes toujours sur Cause Commune, sur la FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à l'usage de l'IA dans le domaine médical avec le docteur David Morquin, qui s'intéresse à la manière dont l'IA peut aider les médecins à se libérer finalement des tâches fastidieuses grâce à l'IA générative. On va en arriver à l'un des projets que vous avez mené et que j'ai trouvé moi assez impressionnant avec Erios. C'est le projet du chatbot qui permet de codifier les synthèses, les comptes rendus synthétiques de consultation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet ? Alors, oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être un élément, c'est, vous avez parlé de simplifier la vie des médecins. En fait, c'est tout le personnel hospitalier. D'accord. Parce qu'on a aussi des projets qui consistent à envisager comment on peut faciliter la transmission infirmière ou encore la gestion des plannings par les cadres. Et donc, où là encore, on a beaucoup à attendre des IA génératives et des chatbots sur le fait de pouvoir adapter en temps réel des plannings hyper complexes ou ce genre de choses. Pour revenir au cas que vous évoquez, en fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est un labo d'expérimentation des LLM pour pouvoir tester différents modèles et pour savoir comment on peut paramétrer un modèle pour l'utiliser pour une fonctionnalité. Et en fait, des exemples de fonctionnalités, on en trouve plein tous les jours. On en a des dizaines en cours. Et donc, le chatbot dont vous parlez, c'est quelque chose qui nous permet de faire tester à nos collègues des usages bien précis. Et donc, ça va aller de comment générer à partir d'un compte rendu, d'un copier-coller d'une phrase de consultation, vous savez, quand vous allez en consultation, on vous donne généralement, si dans les hôpitaux qui arrivent à générer des comptes rendus en temps réel, quand c'est le cas, on vous donne un document, mais qui est à destination d'un correspondant médical et qui très souvent n'est pas explicite. Je vous le confirme. Donc, et qui n'est pas compréhensible par beaucoup des patients. Alors, je dis pas que très souvent le temps d'explication et toute la consultation sert à ça, hein, c'est à expliquer. Mais c'est vrai que en situation de stress, en situation de potentiel pendant la consultation, on n'a pas forcément le réflexe en tant que patient de poser certaines questions et de bien écouter certains éléments. Il y a des choses ou même d'être en situation de pouvoir entendre ce qui est dit. Et donc là, on s'est rendu compte, par exemple, qu'avec ce type de chatbot, on était capable de générer un texte qui allait personnaliser complètement un document explicatif et qu'on était capable de l'adapter, et c'est ça la puissance de ces LLM, de s'adapter à des consignes comme il s'agit d'un enfant de 14 ans qui aime le rugby, ou il s'agit d'une femme ingénieure très précise de 55 ans, ou encore il s'agit d'une personne âgée et donc en fonction des situations, on peut demander même au modèle de prendre des métaphores ou d'utiliser un langage adapté sans laisser de termes médicaux sans explication, et on arrive en fait à une explication qui là encore sous supervision humaine, hein, c'est-à-dire que l'objectif c'est de produire un texte qui va être supervisé, corrigé et délivré au patient, mais uniquement en fait qui va nous faire gagner énormément de temps parce que on n'est pas capable dans les hôpitaux de produire massivement des documents de personnalisation des patients pour cet accompagnement. Donc là on est en train d'évaluer, ça marche techniquement, et on est en train d'évaluer comment on va évaluer en situation réelle que c'est bien accepté par les patients ou par les aidants, que ça peut permettre de réellement transformer un petit peu la relation et considérer de façon positive comme une aide à en fait l'empowerment du patient, ou en fait l'éducation thérapeutique, ou tout simplement une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, ce qui a été dit et ce qui a été expliqué. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et toujours à partir de ce compte rendu de consultation, vous pouvez générer ce texte d'explication en multilingue en plus, si j'ai bien compris. Et ça vous sert aussi potentiellement à codifier, alors avec le terme technique là, le PMSI, à codifier les éléments de consultation pour la facturation et le remboursement, si j'ai bien compris. On peut effectivement utiliser des LLM pour produire, pour transformer. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler sur du texte qui soit du texte déjà corrigé, mais bien sur des notes d'abréviation. C'est-à-dire que on a parlé de la reconnaissance conversationnelle, mais là, dans l'exemple du chatbot, c'est vraiment des abréviations, mais d'un langage, d'un style
extrêmement médicale et même d'une logique de spécialité dont on n'est pas certain que certains spécialistes entre eux se comprennent. Ah oui. C'est-à-dire, c'est vraiment les notes du médecin avec où il n'y a pas forcément les unités de valeur, il n'y a pas forcément, mais en fait le système est capable de comprendre complètement les abréviations médicales dans une logique de spécialité et de les exploiter pour faire un compte rendu plus détaillé, pour corriger les fautes, pour faire pour faire des propositions, pour même faire des synthèses, Oui. ou pour arriver à faire des documents explicatifs, ou comme vous l'avez dit, du code des PMSI. Et ces premières étapes, en fait, sont aussi la porte ouverte pour l'étape suivante, qui est de dire, j'ai compris la situation, j'ai en tant qu'IA, et si on me le demande, je vais proposer dans telle situation, de rajouter l'hypothèse de tel diagnostic rare ou d'orchestrer la séquence de propositions d'examen pour arriver à un raisonnement. Ça, vous le testez aussi, cet aspect préconisation supplémentaire pour le médecin? Alors oui, on explore, mais il faut bien comprendre que il y a un travail énorme entre j'ai à disposition un LLM et je vais faire toutes les étapes qui vont me permettre de contrôler les hallucinations, le risque d'erreur lié à une réponse incorrecte. Et en fait, que ce soit ce qu'on appelle le prompt engineering, que ce soit le fait de rajouter des documents de référence pour le modèle, ou même d'entraîner un modèle de façon un peu plus poussée pour des tâches spécifiques, ou encore identifier en temps réel le fait que les résultats ne sont pas corrects ou insuffisants, ça correspond à énormément de pistes de recherche, en fait, pour arriver à vraiment avoir des produits qui soient utilisables et qui permettent de gagner du temps. Et justement, dans ce cas-là, comment vous avez entraîné vos modèles? Parce que j'imagine qu'il faut lui faire manger beaucoup de comptes rendus synthétiques et éventuellement leur développement, leur équivalent en compte rendu développé. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces données pour arriver à entraîner le modèle? Alors, nous, à ce stade, on n'entraîne pas de modèle. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des modèles open source ou libres de droit. On fait des tests sur des données factices, sur des modèles qui sont pas open source pour pouvoir comparer les techniques et les usages en utilisant donc des API sur des modèles payants. Il y a de plus en plus de modèles open source qui sont extrêmement précis et on fait des tests pour voir si des modèles qui ont été entraînés sur des tâches médicales sont plus pertinents que des modèles qui ont été entraînés sur des grands volumes, mais pas sur des tâches. Oui, d'accord. Ils ont quand même été entraînés sur le domaine médical et sur du contenu médical pour arriver. Mais en fait, même GPT-4, hein, ouais. Vous arrivez, même en fait GPT-4 actuellement reste le modèle le plus puissant et qui arrive à quasiment aux meilleurs résultats. Ah oui. Le problème, c'est que vous n'en êtes pas propriétaire, donc et que vous n'en êtes pas. Donc le coût d'usage et la question de la souveraineté du traitement de l'information, la confidentialité, et tout ça entre en jeu. Mais actuellement, les modèles les plus puissants restent, mais c'est en train de changer, et notamment avec tout ce qui sort de chez Mistral. Oui, c'est ça. Restaient des modèles qui étaient actuellement plutôt nord-américains. D'accord. Et là, vos collègues, là, quand vous leur parlez de ça, quand vous leur dites, mais voilà ce que j'arrive à faire, et qui sont pas encore dans le game, comment ils prennent les choses? Comment vous voyez que vous allez pouvoir les emmener vers ces nouveaux outils? En fait, on a tout un programme, c'est-à-dire que on a. Alors, moi, ça fait très longtemps que je parle des outils numériques au sein de la communauté médicale du CHU, pour lequel on a des échanges, on a des travaux d'évaluation, pour lesquels on essaie d'avoir un regard critique sur l'adoption de la technologie et essayer de démystifier un petit peu les étapes de l'adoption de la technologie, qui sont finalement pareil pour toute innovation, avec ces innovateurs précoces, avec les gens qui sont plutôt qui vont considérer que c'est une opportunité ou une menace, qui vont se positionner en fonction de est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le contrôle sur le sujet ou pas. Donc tout ça, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Par contre, effectivement, là, faut qu'ils se forment un peu quand même. Il faut qu'ils s'adaptent un peu aux nouveaux outils. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, la façon dont l'innovation d'une technologie d'information se diffuse dans un hôpital, il y a des données qui sont déjà très anciennes. Oui. Et là, en fait, on le revit complètement avec l'IA parce que ça va très vite et que ça touche plein de domaines.
avec une peur de l'IA qui est liée au fait que très souvent les gens considèrent qu'il va y avoir ils se focalisent sur la tâche que fait l'IA mieux qu'eux, le remplacement. et voilà, et donc la crainte du déclassement qui pour moi est très souvent en fait non justifiée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, plus on explique et plus on dit mais oui, mais ça va servir à ça, et plus on montre et plus on rassure sur les autres compétences qui sont nécessaires autour et qu'est-ce que fait l'ensemble des tâches médicales, par exemple, si on prend un médecin, on arrive à finalement assez passer outre la peur du déclassement et à susciter énormément d'intérêt pour envisager la transformation des pratiques. Donc, et justement, ça suppose éclairer, démystifier. Justement, si on arrive à faire prendre conscience au médecin qui va avoir peut-être un rôle un peu plus de supervision avec ces outils-là, est-ce que genre, je sais que c'est une question un peu plus politique, mais est-ce que vous pensez que le gain de temps qui va être généré, ça va peut-être nous permettre de gérer un peu la pénurie actuelle dans les hôpitaux, est-ce que c'est un gain de temps qui nous permet une meilleure qualité de service à coût constant, parce que c'est un peu la tendance. Il y a bien plein de choses intéressantes dans votre question. La première, c'est que tout dépend comment on expérimente et sur quelles tâches on se concentre pour faire utiliser ces outils. Si on est sur la reconnaissance de conversation qui facilite la saisie, si on est sur la production de documents, si on est sur, je sais pas moi, des outils qui permettent de traiter. Alors on a aussi fait une expérimentation pour traiter les réclamations de patients ou pour traiter. C'est plein d'usages qui sont pas forcément visibles, qui sont à faible risque parce qu'on peut facilement les contrôler et les superviser, et on n'est pas sur l'IA qui va prendre la main sur le dossier patient et arriver à faire le diagnostic directement ou proposer des maladies rares, qui sont des IA à fort risque, pour lesquelles on viendra très probablement, mais c'est pas celles forcément qui vont nous faire gagner le plus de temps. Il y a l'autre aspect aussi, c'est l'accélération complète des possibilités de traitement des dossiers pour la recherche. Oui. Voire même le repérage en temps réel de situations de patients qui pourraient justifier d'être inclus dans les protocoles de recherche par des IA. Ça aussi, on l'a testé. Ça marche extrêmement bien. Attention, ça marche ne veut pas dire c'est utilisable actuellement à large échelle dans un CHU, et notamment pour des raisons de coût. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la ressource technique. En fait, le problème par exemple de ChatGPT, c'est que vous avez l'impression qu'en vous abonnant pour 20 € par mois, vous avez une IA dernier cri multimodèle qui vous permet de faire des choses extraordinaires. Sauf que ça marche pas à l'échelle d'un CHU, ça. En fait, on est très très loin de pouvoir en avoir un usage professionnel à un coût contrôlé, parce qu'en fait, dès que vous voulez garder le contrôle des données, que vous voulez avoir une confidentialité parfaite, que vous voulez pouvoir adapter le modèle, que vous pouvez avoir une reproductibilité des réponses, que vous voulez tout ça, ça a un coût énorme. Soit d'hébergement de modèles, soit de calcul, soit même pour les inférences, même pour si vous voulez faire que les 16 000 utilisateurs du CHU Montpellier puissent en même temps poser des questions sur un chatbot. Il faut qu'il puisse répondre, qu'il ait la capacité. Voilà. Et donc en fait, tout ce modèle économique de l'IA en santé, on ne sait pas. Oui, il n'est pas encore travaillé complètement. Voilà. Il va venir avec vos recommandations et avec les travaux d'Erios. Vous allez pouvoir y voir plus clair aussi sur les ressources nécessaires pour développer les outils en production. On espère, et notamment sur l'optimisation en fait des modèles pour arriver à diminuer les coûts. Oui, j'imagine. Docteur Morquin, merci beaucoup pour cet échange. C'est l'heure de conclure. Merci pour cette immersion dans l'usage de l'IA dans le domaine médical. On a hâte que tous ces prototypes, mais aussi tout ce qui est en production, soit considéré comme parfaitement fiable et qu'ils puissent apporter leur plein potentiel à la fois aux médecins, mais on l'a bien entendu aussi, et c'est votre leitmotiv aussi aux patients. Voilà, mais merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme, et c'est cool de manipuler l'algorithme. Restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que Parlez-moi d'IA, n'hésitez pas à aiguiser votre curiosité sur causecommune.fm pour découvrir nos autres programmes. À bientôt.